Je vous remercie pour cette initiative très importante en ces moments difficiles par lesquels passe l'humanité. C'est pas facile. Donc, depuis l'apparition en Chine de ce nouveau ou cette nouvelle version de virus, j'ai pris une initiative personnelle d'essayer de comprendre c'est quoi le virus tout d'abord. J'ai lu beaucoup d'articles, j'ai lu des centaines d'articles et j'ai vu aussi des centaines de vidéos et de commentaires scientifiques hein, pour comprendre c'est quoi ces virus, comment on est arrivé à cette situation-là, quelle est l'évolution, quelles sont les recherches faites dans ce domaine-là, parce qu'on a besoin. On est face aujourd'hui à un ennemi difficile. C'est vrai, nous sommes des économistes, des statisticiens, nous sommes dans notre domaine, mais pour travailler sur un champ qui est celui des virus, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, et pour adapter nos outils, nos analyses à ce phénomène-là, tout d'abord, on doit comprendre le phénomène. C'est pour cela que j'ai fait, comme j'ai dit, j'ai pris beaucoup de temps pour comprendre c'est quoi ce coronavirus et comment on est arrivé, quel est le chemin. Il s'est avéré que les scientifiques, les grands scientifiques, ils ont alerté le monde depuis plus de 3 ans de l'arrivée de ce virus-là. Et c'est malheureux que surtout les grandes puissances qui s'investissent dans les armes, ils n'ont rien fait pour préparer l'humanité à ce moment-là difficile. Moi, je dis, c'est très malheureux. C'est très malheureux pour les multinationales. Ils ont beaucoup d'argent qui investissent ailleurs dans les armes et dans les guerres, au lieu qu'ils les investissent pour préparer l'humanité à ce moment-là. Voilà comme début. Euh, Depuis que le virus s'est propagé au niveau de la Chine, moi j'ai dit, parce que les gens de la famille en Chine suivaient chaque jour pratiquement les statistiques, je disais que ce phénomène va rester en Chine. Il va se propager surtout en Chine. C'est vrai, donc dans les premiers jours, le premier mois, c'était un phénomène chinois. Mais après, il a commencé à se propager. Mais les pays n'ont pas donné une grande importance à la question. Ils ont laissé aller. Donc après qu'on a été dans des centaines de cas, on est passé à des milliers. Puis on a commencé à voir des chiffres qui s'amplifient d'une manière exponentielle. Aujourd'hui, donc d'après mes travaux statistiques et mes modélisations, cette journée-là va s'achever avec 1,7 million de cas. Et on va passer la barre de 100 000 décès et 6,1 de taux de décès. C'est vraiment catastrophique pour l'humanité. Et d'après les prévisions, malheureusement, le rythme journalier d'évolution de ce virus-là, d'après nos statistiques qu'on suit chaque jour, ils ne sont pas assez stables. C'est vrai qu'on tend on a une tendance depuis le 26 mars, on a une tendance baissière au niveau international et parfois il y a des aberrations qu'on voit d'un jour à l'autre. Par exemple, aujourd'hui, on va revenir en hausse. Après on a dit que le 7 avril a été le jour où on a enregistré le maximum. Mais malheureusement, aujourd'hui, par exemple, après une chute d'hier, on va passer à une hausse. Donc cela veut dire que nous sommes devant un phénomène un peu aléatoire. Il concerne le monde entier. Et évidemment, il y a des pays, des États très avancés qui ont les moyens pour faire face à ce phénomène-là, mais il y a d'autres pays, d'autres nations, d'autres économies qui n'ont pas les moyens. C'est pour cela que, pour moi, on a ces aberrations dans les statistiques. C'est les États où il n'y a pas assez de moyens, où on constate qu'il y a une forte émergence aujourd'hui de ce phénomène-là, sachant que aux États-Unis, qui représente aujourd'hui presque un tiers de cas de monde, c'est un État très avancé, c'est un État qui a beaucoup de moyens, mais malheureusement, malgré tout ça, il y a une amplification de phénomènes d'une manière extraordinaire. Donc, concernant la question des prévisions et tout ça, je les ai fait cet exercice depuis maintenant un mois que je le fais, je le refais. On a des prévisions sur 10 jours, sur 15 jours, sur un mois. Mais comme j'ai dit, avec évidemment des marges d'erreur qui peuvent aller jusqu'à 5%, et je constate à chaque fois que j'insère les statistiques qui arrivent, qu'il y a un changement important, donc ce qui veut dire que on ne peut pas faire confiance aux prévisions d'hier, il faut à chaque fois refaire les calculs pour savoir quand est-ce que
le phénomène. Je vais vous avancer quelques résultats de mes modèles que j'ai élaborés. Donc, nous allons passer, par exemple, le seuil de 2 millions à partir de 14 avril. Nous allons passer le seuil de 3 millions à partir de 26 avril. Nous allons passer le seuil de 4 millions à partir de 16 mai. Ce qui est donc important ici à révéler, c'est que le phénomène ne va pas disparaître que d'après les derniers chiffres d'aujourd'hui, que à partir de 24 novembre, nous allons voir une vraie stationnarité de phénomène. Donc, c'est-à-dire que le phénomène va rester encore, et ça, tout ça, ça dépend, comme j'ai dit, de demain. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons constater demain et après-demain. Mais, d'après les chiffres d'aujourd'hui jusqu'à il y a une heure, j'ai fait la mise à jour, donc on va aller à cette date-là. Et qu'est-ce que cela a comme conséquence sur l'économie? C'est ça qui est important. Et qu'est-ce qu'il faut faire, surtout pour notre pays, cher pays, le Maroc. Donc, tout d'abord pour le monde. Moi, je dis que la situation va être catastrophique. D'ailleurs, les organismes internationaux, le FMI, la Banque mondiale, ils ont fait des prévisions négatives de la croissance. Il y a 3 mois, il est très on a été autour de 3,1% de croissance à l'échelle mondiale. Maintenant, on va être dans des taux de croissance négatifs partout dans les grands blocs économiques. Donc ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. C'est-à-dire ça, il va se traduire par des grandes récessions à l'échelle mondiale, un taux de chômage élevé partout dans le monde et d'autres conséquences qu'on n'a pas encore la possibilité de les cerner, les estimer correctement. Pour le cas du Maroc, notre économie il est ce qu'il est. Donc il ne peut pas faire face à cette pandémie tellement sévère. Donc il va être profondément. Tout ce qu'on peut faire face à ce phénomène-là, c'est d'être très solidaire. C'est la solidarité qui va nous permettre de faire face à ce phénomène-là. À côté de cette solidarité, il faut qu'on soit très rationnel. On doit prendre les bonnes décisions. À chaque fois qu'il faut prendre, qu'on devrait prendre une décision stratégique, il faut réfléchir beaucoup avant de le prendre. Je donne un exemple. Le Maroc, il a fait usage de sa ligne, la ligne de liquidité, de précaution pour la première fois. Je dis que ça a été vraiment très sage de prendre cette décision aujourd'hui. Alors que pour moi, la bonne décision, tout d'abord, qu'il fallait prendre, c'est comme la décision qu'on a fait concernant le confinement. Il faut faire un confinement sur notre réserve de devises, parce que nous avons dans les 25 milliards de dollars de réserve en devises, il faut la protéger. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'on n'a plus, comme avant, du tourisme. Les transferts des Marocains de l'étranger vont baisser considérablement. On va plus, d'ailleurs, l'usine de Renault, Nissan, de Renault qui nous donne 74 milliards de dirhams ne marche plus. Donc, on va faire face à moins d'exportations, ce qui fait moins de réserves en devises. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut limiter nos importations. Il faut que cette limitation d'importation, comme le confinement, passe par un décret gouvernemental immédiat. Donc la gestion de la réserve en devises doit être aujourd'hui une chose à gérer de manière vraiment très très rationnelle. Ça c'est un exemple. D'autres exemples qu'on peut les prendre, les traiter concernant quel type de secteur faut-il maintenant traiter en urgence, lesquels moins d'urgence et archiver les différentes décisions pour que notre tissu productif soit protégé au maximum. Donc ça, pour les choses à prendre rapidement. Concernant l'évolution d'ici un mois et demi jusqu'à 2 mois, on suit l'évolution à l'échelle mondiale. Les États-Unis veulent quitter le confinement le plus vite possible. Ils ne veulent pas que ce confinement dépasse les 2 prochaines à 3 semaines. La France, elle est de discuter d'ajouter ces semaines. L'Italie, hier, le président, il parle d'une sortie rapide. La Chine, il a décidé de quitter le confinement après 3 mois. Donc après 3 mois, il a pu utiliser intelligemment ce phénomène-là. Pourquoi il a pu maîtriser le phénomène? Donc c'est grâce
a beaucoup d'outils qu'il a et que les autres pays n'ont pas. Surtout ce que j'appelle moi la gestion intelligente de la société. La gestion intelligente à travers beaucoup d'outils que seule aujourd'hui la Chine dispose. Je sais qu'il y a 2 jours, la Chine il a imposé à tout le monde d'avoir une électronique et, qui fait la traçabilité citoyenne. Il a aussi mis en place un décret de gestion de la vie, chose que tout le monde, je ne pense pas que le reste du monde il a fait aujourd'hui. Et dans ce décret, nous avons les zones qu'on peut donc auxquelles on peut se rendre et les zones sur lesquelles on ne peut pas, on ne peut plus les visiter pour le moment. Donc tout ça va permettre à la Chine de tout d'abord ouvrir ses usines, continuer à travailler et évidemment sortir rapidement de cette crise-là. Donc je vais intervenir après sur d'autres éléments de cette problématique et merci. Merci beaucoup. Euh, Parce que vous avez tous suscité vraiment un débat extraordinaire. J'ai l'ensemble des intervenants. Donc, leurs interventions étaient pour moi très pertinentes. Euh, Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai écrit, depuis l'apparition de ce phénomène-là, 10 articles, des grands articles scientifiques qui ont été publiés sur ce phénomène-là. Que je suis de très près, je le considère vraiment très particulier. Et l'homme, donc moi je ne vais pas parler de Maroc, l'homme doit se comporter d'une manière très rationnelle et d'une manière très scientifique vis-à-vis de ce virus-là, pour limiter les dégâts, parce que nous sommes malheureusement la communauté des scientifiques qui connaissent ce domaine-là, hein, ils ne donnent pas à aujourd'hui. Il y a des contradictions, il y a beaucoup de contradictions. C'est malheureux. Et je souhaite qu'il y ait une clarification à ce niveau-là pour qu'il facilite la tâche aux États, parce que même les États, face à aux informations qu'ils ont surtout la question de la propagation. La question de la propagation, ça se voit qu'il y a vraiment un problème. C'est pour cela qu'on essaie d'adopter différentes méthodes pour faire face à ce phénomène. Et ça, aujourd'hui, pour moi, ça pose un vrai problème pour les États, pour qu'ils puissent mettre en place les vraies stratégies et les stratégies adéquates. La Chine, on voit qu'il a adopté une stratégie et maintenant il passe à une autre méthode de travail. La question des statistiques, des modèles et tout ça, pour moi, c'est pas une question fondamentale. Nous sommes en train de suivre le phénomène. Il y a heureusement des sites qui centralisent les données du monde entier. Nous, en tant que scientifiques, essayons de contribuer pour faciliter les choses, soit aux États, soit aux acteurs concernés, à travers nos analyses, à travers nos travaux de modélisation, on essaie d'utiliser les statistiques existantes. Dans ces statistiques, pour moi, lorsque je les ai analysées sur toutes les bases de données qui existent aujourd'hui à l'échelle internationale, je trouve qu'il y a des choses pertinentes et ce que j'appelle, moi, les variables stratégiques de ce phénomène-là. Et on essaye de les traiter d'une manière intelligente et on essaye de les comprendre bien. Et nous avons, comme j'ai dit au début, assez de données sur le phénomène lui-même pour que nous puissions mettre en place le modèle adéquat. Parce que ici, il y a vraiment une grande question que j'ai pas mal d'intervenants qui ont discuté de cette question de choix de modèle, etc. Donc, pour moi, je travaille avec un grand centre de recherche américain sur la question et il travaille sur un modèle sur lequel moi aussi je collabore. Et ce modèle-là, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il a donné les meilleurs résultats qui existent, avec des marges d'erreur les plus faibles. Moi, je ne me hasarde pas à faire l'exercice pour le Maroc. D'ailleurs, je n'ai jamais diffusé des prévisions pour le cas de Maroc parce que je considère que le nombre est très réduit. Il ne se prête pas à tout. Donc, on travaille sur le monde entier parce que la taille que nous avons de monde permet de faire ça. Et il y a des gens qui disent qu'il y a des particularités des peuples, etc. Mais lorsque nous avons la masse de données, je sais qu'il y a donc que c'est vrai, les particularités du pays, etc., ça intense, ils sont totalement dilués dans le modèle. Ce qui nous intéresse, nous, dans le modèle sur lequel nous travaillons, c'est tout d'abord avoir de la visibilité, comme il a été dit par ces amis, avoir de la visibilité.
Parce que lorsque tu as de la visibilité, au moins tu analyses le passé, sans parler de l'avenir. Comment les choses ont évolué dans le passé. Ça ne nous intéresse pas les prix nous volants. Lorsque nous analysons le passé, on sort avec beaucoup d'informations sur le comportement de ce virus-là. En termes de taux de mortalité, même géographique, en termes de taux de propagation, de taux de guérison, il y a beaucoup d'informations que nous avons pu trouver tout en analysant l'historique seulement. Maintenant, peut-on passer pour prédire l'avenir? Je sais très bien que l'exercice n'est pas facile. Donc c'est pour cela qu'on le fait avec une grande précaution et on essaye à chaque fois dans cet exercice, la chose la plus importante, c'est qu'il faut injecter dans le modèle les informations les plus récentes et comme ça, vous avez à chaque fois, à chaque heure, à chaque jour, nous avons des nouvelles prévisions qu'on peut les publier à la communauté scientifique, aux opérateurs qui attendent. Donc il ne faut pas pour moi garder cette information pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de chefs d'État que chaque jour, ils sont informés et ils informent le peuple. Tout le monde est informé sur la situation là pour qu'ils se préparer correctement et d'une manière très rationnelle. Et évidemment, comme il a été dit par un intervenant, comment on va rationaliser nos stratégies et les mesures qu'il faut prendre sans savoir comment les choses vont évoluer au moins sur les 15 ou un mois prochains. La France, elle a pris une décision de prolonger le confinement pour 6 semaines après le 15 avril. Sur quelle base il a pris ça? C'est sur la base des statistiques qu'il a pris cette décision-là. Donc c'est pas une décision politique. Je ne pense pas. Donc tout ce qu'on faisons aujourd'hui, on le fait à l'échelle mondiale. C'est pas à l'échelle de Maroc. On le fait pour donner de la visibilité à l'échelle mondiale sur le phénomène, parce que le phénomène, s'il reste à l'échelle mondiale, aucun État ne peut sortir de confinement. Il faut le savoir. Il faut savoir que le Maroc ne peut pas sortir de confinement à lui seul. C'est vrai, ça va diminuer le coût pour lui seul, mais il reste confiné tant que les autres pays, l'Espagne et la France. Vous savez combien d'échanges nous avons avec l'Espagne, combien d'échanges nous avons avec l'Italie, combien de Marocains ils vont de Maroc vers l'Italie et vice-versa, vers la France, etc. Donc, la solution, c'est une solution tout d'abord mondiale. Et nous savons que le virus, il a attaqué les piliers de la mondialisation, qui sont la production continue qui a été attaquée, et ça, c'est malheureux. C'est la production continue. La théorie économique, il est basée sur une production continue. Qu'est-ce qu'il a fait le virus? Il a attaqué cette hypothèse-là. Et le libre-échange entre les pays. Donc, aujourd'hui, les pays se sont enfermés sur eux-mêmes et ils ne peuvent plus communiquer entre eux que d'une façon très limitée. La question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire pour se préparer. Tout ce que je peux vous dire en tant que scientifique, nous ne savons pas aujourd'hui est-ce que nous sommes, dans quel niveau nous sommes. Est-ce que nous sommes au début, au milieu ou à la fin? Parce que la stratégie que nous allons adopter, que nous pouvons adopter, ça dépend de la situation où on se trouve. Et je peux vous dire que les chiffres que nous avons, à chaque fois que nous analysons, montrent parfois quelque chose d'aberrant. Il y a des aberrations dans l'évolution de ce virus-là. Et les cas qui apparaissent d'un jour à l'autre. Parfois, il évolue d'une manière invisible, parfois il diminue, mais nous sommes dans tous les cas dans une tendance baissière. Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes dans une tendance baissière et dans les prévisions que je viens de vous donner avant. Donc, la question de quelle stratégie il faut adopter, maintenant, pour le Maroc, il doit gérer au quotidien, à chaque semaine, les affaires et faire face seulement aux dégâts de quotidien. Il ne doit pas aller vers des solutions sur le long terme parce qu'ils vont être coûteuses. Ils peuvent donner lieu à des choses inattendues. Donc moi, ce que je préconise donc aux décideurs, qu'ils ne fassent, qu'ils ne développent que des solutions pour le court terme, pour qu'ils puissent diminuer le coût de cette pandémie. Parce que sinon, on va rentrer comme j'ai dit, des difficultés liées à la réserve en devise, liées à d'autres questions plus difficiles et pour lesquelles on ne peut pas sortir. Il y a des questions qui se posent sur la dématérialisation. C'est vrai qu'il faut aller vers une dématérialisation, mais c'est pour la suite. La question la question des scénarios qui se posent à l'échelle à l'échelle internationale, ça c'est important. C'est tout un article sur cette question. Il y a deux grands scénarios qui se posent aujourd'hui dans le monde. Il y a un scénario dans lequel cette
pandémie va cesser dans maximum 3 mois. Et un autre scénario qui dit qu'il peut aller au-delà de 3 mois. Donc si nous sommes dans le premier scénario, ça va être soutenable financièrement par plusieurs États. Et même, je peux dire jusqu'à même 5 mois. Mais s'il va au-delà, je peux vous dire qu'il va y avoir des dégâts importants. Surtout pour les États qui n'ont pas les réserves en devises suffisantes pour faire face à beaucoup de choses. Et évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à l'intérieur, mais ça reste évidemment insuffisant. La question de lier ce coronavirus au conflit entre la Chine et les États-Unis, moi, je peux vous dire en tant qu'économiste, c'est pas à ce niveau-là qu'il se trouve le problème. Parce que la Chine, comme vous le savez, il dépend beaucoup de monde, c'est l'usine de monde, il a besoin de tout le monde, il a besoin des États-Unis très très forts, il a besoin d'une Europe très forte, il a besoin d'un monde qui consomme plus, parce que la Chine, il travaille pour le reste du monde. Si le reste du monde a des problèmes, la Chine va aussi avoir un problème. Les États-Unis aussi, il a besoin d'une Chine forte, d'une Chine qui, qui produit beaucoup, parce que vous savez que la Chine finance beaucoup l'économie, la consommation américaine. Donc la Chine, il a besoin des États-Unis et vice versa. Donc faire le lien entre ce phénomène et la relation internationale qui existe entre la Chine et les USA ou les jeux de force ou des choses comme ça, ou la question de dollar qui ne commence plus à représenter une monnaie internationale et tout ça, moi je pense que c'est très prématuré étant donné ce que chaque pays est la comato, et surtout les États-Unis comato à l'échelle internationale, lui permettant de garder la main sur la monnaie internationale. Donc voilà tout ce que je peux dire. Donc enfin, ce que je conseille, c'est qu'il faut faire une mission au quotidien de la crise sans passer à des choses sur le moyen et sur le long terme, parce que leur coût va être élevé pour notre économie. Et merci.